Bonjour à toutes et à tous, c'est Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows et Microsoft. Aujourd'hui, c'est l'épisode 219 et j'ai avec moi Florian depuis sa voiture. Salut Florian. Bon bah oui, bonjour. Bah oui, en direct de la voiture, j'ai eu un petit souci et donc je suis super à la bourre et donc je suis pas arrivé à temps. Mais je suis là quand même parce que moi je suis toujours là, contrairement à d'autres qui nous abandonnent tout le temps. Allez, balance. Ok. Ouais, merci balance. À côté de toi, on a Richard. Salut Richard. Toi, t'es pas dans ta voiture, t'es chez toi bien installé ? Oui, tranquille, tout va bien. Bon. Allez, ça roule. Donc aujourd'hui, on aura une actu qui sera plutôt tournée vers Windows. Vous allez savoir pourquoi avec une petite news hardware et bon, peu d'informations Xbox. Ça va aller très vite sur la partie Xbox. Je suis sûr que vous êtes tous les deux hyper déçus. Je le sens déjà d'ici. Allez, sans plus attendre, on commence avec la première partie dédiée à Windows 11. Alors, vous savez peut-être que pour les insiders, ceux qui sont dans le canal Dev, dans le channel Dev, ils vont voir l'arrivée de petites nouveautés, notamment, alors, pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est une reculade, mais je vais vous dire ce qu'il en est, la possibilité de créer des groupes d'apps dans le menu démarrer pour pouvoir regrouper ces apps. Alors, je croyais que Microsoft avait dit qu'il ne voulait plus de dossiers dans le menu démarrer. C'est pas des dossiers en soi, c'est un peu plus que Windows Phone, on pouvait grouper des tuiles les unes avec les autres, donc bon après... Il n'y a plus de tuiles dans Windows 11. Ouais, en fait, ce qui est con avec Windows 11, c'est qu'on a des inconvénients des tuiles sans les avoir. C'est un peu... c'est-à-dire que c'est une petite grille d'icônes, finalement, ce serait des tuiles, ce serait pareil. Bah oui. Et on pourrait avoir des tuiles dynamiques en plus. C'est le même principe des regroupements que l'on a dans Android, quoi, en gros. Oui, tout à fait. C'est exactement ça aussi. Oui, bah pourquoi pas. Hein. Donc ça arrive à créer un dossier finalement alors qu'on nous disait non, vous n'aurez plus de dossier. C'est quand même particulier, moi j'ai du mal à comprendre. Mais bon. Moi j'ai l'impression que tant que ce ne sera pas synchronisé, sur ce truc-là, je ne le ferai pas, j'ai trop de PC. Pour moi, si ça ne synchronise pas ça entre les PC, je ne refais pas ça à la main tout le temps, donc tant pis. Hein. Tant que ce ne sera pas synchronisé, je ne m'amuserai pas à personnaliser mon menu. Ça se comprend. À côté de ça, peut-être quelque chose d'un petit peu plus intéressant, un glisser-déposer qui va être plus facile pour les fichiers vers la barre des tâches. Donc, vous pouviez l'utiliser déjà sous les autres OS. Mais si je dis pas de bêtises, Florian, Richard, vous pouvez déplacer par exemple votre fichier du bureau vers une application qui est en bas ouverte en barre des tâches. Je dis pas de bêtises. Ça, on peut le faire sur les anciens OS, mais ça a été perdu avec la nouvelle barre des tâches de Windows 11 qui est repartie à 0. Donc, ils le remettent, et peut-être ils améliorent, je sais pas, parce que honnêtement, je sais pas vous, mais moi, c'est une fonctionnalité que je n'ai jamais utilisée. Je l'ai utilisé par erreur, mais jamais volontairement. Non, des fois, moi, ce qui m'arrivait, c'était de prendre un lien URL et de le mettre dans la barre de tâches. Alors, j'avoue que j'ai pas essayé là, mais bon, il n'y a aucune raison que ça marche, hein, non. Pas encore. Ça peut afficher, par exemple, t'envoies une image dans ton pen qui est dans ta barre des tâches. Oui. Ça peut être sympa, ça. Mais ça veut dire qu'il faut penser ta barre des tâches en fonction de ton activité, peut-être avoir plusieurs bureaux dans ce cas-là, avec plusieurs barres des tâches. Oui, exactement. Bon, à côté de ça, vous aurez une snapbar qui va s'annoncer pour aligner plus facilement les fenêtres sur Windows 11. Alors, j'ai pas vu le fonctionnement de cette snapbar, mais bon, on savait déjà que la gestion des fenêtres avait été un plus là sur Windows 11. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont continuer, peut-être à prendre des bouts des PowerToys pour ajouter ça aux fonctionnalités natives de Windows 11. À voir. Je sais pas si vous l'attendez, ça, cette fonctionnalité. Si ça supporte les applications qui ne sont pas supportées actuellement, moi je serais très content. Hein, ah bah oui. Je reparle encore de Teams, de Slack, etc. Et alors, juste une petite parenthèse. Là, hier, j'ai installé Samsung Desk. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en gros, vous pouvez connecter votre téléphone Samsung avec votre ordinateur et donc vous avez l'interface de votre Samsung qui apparaît à l'intérieur de Windows avec beaucoup plus de fonctionnalités que ce qu'il y a avec MyPhone, donc le produit de Microsoft. Mais
donc le produit en lui-même est très bien, mais alors là c'est encore pire. Tu peux pas utiliser effectivement cette snapbar, mais tu peux même pas utiliser les combinaisons Windows flèche gauche, flèche droite, flèche haute, flèche basse. Ça ne répond pas. C'est nul. Je sais pas en quoi c'est fait ce truc. Et toujours est-il que ça ne répond pas. Tu es sur Android, donc c'est pas, enfin tu vois, c'est pas complètement déconnant que ça supporte pas entièrement tous les consoles Windows. Ouais, mais là ça supporte rien, c'est ce que dit Richard. C'est une application qui est où c'est comme quand tu regardes avec MyPhone, tu vois ton application quoi. Là, tu vois, ouais, c'est comme si tu avais une tablette à l'intérieur de Windows quoi. Je pensais que tu parlais en desk. Je pensais que tu parlais à l'intérieur de desk. Non, tu parles de l'appli. Oui, il parle de desk tout court. De desk tout court. Moi, j'ai trois écrans et donc ce que je voulais, c'était arriver à le snapper sur une partie d'un écran. Donc en utilisant justement les flèches Windows flèche gauche droite, etc. Et ça ne répond pas. J'arrive même pas à comprendre pourquoi. Enfin bref. Bon. Ouais, donc on va continuer. Pour recentrer ça au niveau Microsoft, c'est l'équivalent de Continuum que Microsoft faisait sur Windows Phone, mais pour Samsung. Oui, le dock Continuum, ouais. Et d'ailleurs, pour les flux Lumia. Très intéressant, c'est que Google vient d'annoncer la même chose pour les Pixels. Ils vont faire leur petit bureau qui apparaîtra comme ça dans une fenêtre sur Windows pour faire tourner les applications Android. Donc, pas mal de continuité Android, Windows sur tout le monde. Bon, allez, continuons. Des nouveaux effets dans les barres de titres des fenêtres anciennes qui vont apparaître. Ok, voilà. Et pour... ça, il y a beaucoup de monde qui râle, qui attendait ça, parce que c'est les fenêtres en Mica, ils appellent ça, donc avec un peu de transparence. Ils ont rajouté ça sur Edge déjà, et beaucoup de monde dit que c'est pas cohérent au niveau de lui, parce que c'est pas sur toutes les fenêtres. Donc honnêtement, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. D'accord, et puis il y en a d'autres qui s'en fichent royalement. Mais voilà. Voilà, je plaide coupable. Et on termine avec les tablettes sous Windows 11 qui vont voir une gesture apparaître pour faire sortir le menu démarrer et les paramètres rapides. Il va vous suffire de remonter votre doigt ou la souris, si vous l'utilisez à la souris, du bas de l'écran vers le haut pour faire sortir ces menus. Alors je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir, si ça va être d'abord les paramètres rapides ou d'abord le menu démarrer. Bon, je pense que ça sera quand même le menu démarrer en premier. Mais ça permettra de faire sortir ces éléments d'organisation. Oui, c'est le même principe que sur Android aussi. Oui, mais c'est un principe de gesture, ce que tu vas chercher, tu remontes. Et c'est vrai que Florian a tellement râlé après l'absence de prise en compte du tactile à partir de Windows 10, alors qu'on avait un menu Windows 8 avait un menu démarrer qui était totalement pensé tactile. Et on l'a perdu avec Windows 10, et là peut-être qu'il y a un petit peu qui revient avec Windows 11. Alors, par contre, moi, Florian, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec les gestures qu'ils mettent sur Windows 11. Je comprends. Enfin, je sais que ça va plaire à la plupart des gens, je pense. Mais j'ai le même problème avec les gestures Android, c'est que j'arrive pas à les enregistrer. Par exemple, sur Windows 11, je ne sais plus c'est laquelle, qu'est-ce que ça fait 4 doigts, qu'est-ce que ça fait 3 doigts, qu'est-ce que ça fait 2 doigts. J'arrive pas à enregistrer ça. Je trouvais qu'avec Windows 8, c'était très logique, très simple. Slide depuis la droite, slide depuis la gauche, c'était super simple. Mais là, à chaque fois, c'est un doigt, 2 doigts vers le haut, 2 doigts vers le bas, je sais pas. Et donc, j'arrête pas de me planter. Oui. Alors, peut-être après, au niveau pédagogie, comment amener vraiment une bonne explication qui soit facilement enregistrable par l'utilisateur. Des petits tutos qui reviennent régulièrement. Comme on disait, comme sur Windows 95, le petit tips of the day qui apparaît, c'est quand tu logues dans ton PC. Ouais. Ah ouais. Bon, voilà, donc ça c'est les nouvelles moutures. Alors, autre chose, je ne sais pas si vous avez vu cette news, mais il semblerait que Microsoft travaille actuellement sur une nouveauté autour de ses clés de licence. On sait qu'il y a des gens qui récupèrent des clés OEM pour les installer sur une machine neuve, c'est pas le principe des clés OEM. Voilà, bon ça compose le marché gris, soit. Et Microsoft travaille actuellement à la mise en connexion d'une clé de licence avec un profil matériel pour les clés OEM. Donc, ce qui veut dire que si ça se fait, lorsque vous aurez une clé OEM, elle ne pourra marcher que sur une combinaison matérielle précise, et donc elle ne sera plus revendable sur un quelconque autre marché parce que elle ne sera dédiée qu'à un seul matériel précis. Alors, est-ce que cette liaison va se faire également avec les anciennes clés pour le matériel ? Bon, la question a été posée, moi, dans l'article que j'avais lu. Et puis, moi, je me demande, est-ce que Microsoft a vraiment un intérêt à ce que les utilisateurs soient bloqués de cette manière ?
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'avais plus de questions que de réponses là-dessus. Après, sur quoi c'est basé, quoi? Sur quoi c'est basé et quel intérêt, finalement? Je pense que je vois un intérêt. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je pense que je vois un intérêt parce que, à mon avis, ce que Microsoft bloque, c'est pas le fait que les gens achètent des licences OEM. Ce qui les fait chier, c'est les revendeurs. C'est que des gens revendent leurs clés OEM pour se faire de l'argent. Et je pense que c'est ça qu'ils essaient de bloquer le plus. Parce qu'au final, au niveau licences, ils sont super permissifs. Si tu pirates un Windows 10 ou 11 aujourd'hui, l'OS te dit ouais, t'as une version piratée, mais si tu payes 10 €, on te l'upgrade en licence légale. Si tu installes encore une vieille clé Windows 7, tu peux l'installer sur 70 PC, mettre à jour chaque PC à Windows 11, ça marchera. Il n'y a pas de limite, il n'y a aucun check. Donc il reste super permissif pour les utilisateurs. Je pense que le fait que, par exemple, des entreprises revendent des clés OEM qui sont pour des grosses boîtes, pour des gros distributeurs, à des particuliers, et qu'on se fasse un peu de l'argent avec leurs produits de façon illégale, ça les gêne. D'accord. Toi, c'est le côté, ils veulent couper les marchés du gris, mais pas à destination des particuliers. Ok. Bon, on en reparlera parce qu'on va reparler un petit peu tout à l'heure des licences. Florian, Richard, j'ai cru comprendre que les widgets s'étaient mis à jour par le Windows Store. Tiens, ça annonce plutôt des bonnes choses pour l'OS ? Oui, moi j'avais râlé là sur Twitter, je râle tout le temps, il y a 2 jours, puisque je suis un des rares utilisateurs à utiliser les widgets de Windows 11, essentiellement pour la météo. Ça va pas plus loin que ça. Et tu regardes par la fenêtre et ça suffit. Oui, bon, bref. Oui, mais ici on a besoin de savoir s'il va pleuvoir dans les 10 minutes ou pas, parce qu'il pleut, il s'arrête, il pleut, il s'arrête. Bon, bref. D'accord. Et donc, je regardais mes widgets, et puis à chaque fois que je faisais apparaître des widgets, j'avais plus rien du tout. Et puis j'ai vu que hier, il y a eu une mise à jour vis-à-vis à partir du Windows Store des Microsoft Web Experience. Donc, je me demandais c'est quoi ce produit. Eh bien, en réalité, c'est justement la mise à jour de ce logiciel des widgets, qui est donc intégré dans la barre de tâches, donc qui est vraiment intégré à Windows, qui s'est remis à fonctionner juste après. Et d'ailleurs, maintenant, les widgets, au lieu d'apparaître, moi j'ai mis ma barre, les icônes de ma barre au milieu. Maintenant, les widgets ne sont plus à l'intérieur des autres icônes et apparaissent complètement à gauche. Donc là où il y avait anciennement le menu débarré, avec la météo par défaut. Et donc ils ont fait une mise à jour comme ça d'une fonctionnalité véritablement importante, qui est en plus vraiment très visuelle à l'intérieur de Windows 11, via uniquement le Windows Store. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de voir qu'il y a comme ça des fonctionnalités importantes de Windows 11. On n'a pas besoin d'attendre une grosse mise à jour, une grosse update pour qu'il y ait des fonctionnalités comme ça de Windows qui soient mises à jour. Florian, tu voulais réagir sûrement là-dessus? Oui, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien fait dans Windows 11. On l'attendait depuis Windows 8. Quand Windows 8, on a eu le store, beaucoup de monde espérait qu'il n'y aurait plus besoin de grosses mises à jour, ils allaient pouvoir faire ça justement. Et oui, en fait, oui, on y est enfin. Tout ce qui est web, qui est géré par WebView de Edge, dans l'OS, y compris les widgets, mais également je crois qu'il y a Teams, le Teams intégré par exemple, ceux-là peuvent être mis à jour par ce petit truc, là, ce petit Web Experience Pack qui est sur le store, donc super facilement. Également tout ce qui est barre des tâches, Action Center et tout ça, c'est pas par le store, mais ça peut être mis à jour par une cumulative maintenant. C'est juste une UWP qui est intégrée à l'OS. Et donc une mise à jour cumulative, donc juste une petite mise à jour classique qu'on met à la fin du mois qui prend 2-3 minutes. Il faut quand même redémarrer, mais ça suffit pour mettre à jour ça. Donc ça fait quand même une énorme partie du shell, de l'interface. Et c'est pareil pour même l'explorateur de fichiers actuel peut être changé par une mise à jour cumulative. C'est la première fois dans l'histoire de Windows, autant de parties importantes de l'OS peuvent être mises à jour par une cumulative. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'actuellement, Richard est encore sur la première version de Windows 11 et il obtient déjà des petites fonctionnalités qui étaient seulement en insider actuellement, sans avoir à attendre la prochaine version de Windows qui sortira dans un an. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi ils espèrent aller. J'avais parlé à un ingénieur Microsoft l'année dernière sur Reddit, il m'avait vraiment dit que
l'idée, c'était plus d'avoir de version majeure, c'était de backporter le maximum de choses de l'insider à la version locale. Et une fois de temps en temps, quand il y a vraiment besoin de grosses mesures de cœur, faire une grosse version. Mais vraiment, c'est plus comme avant, tous les 6 mois, comme disait sous Windows 10. D'accord. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Ce qui peut faire gagner du temps à tout le monde. Mais je trouve que quand même la gestion des mises à jour depuis quelques temps, c'est vachement amélioré, qu'on soit sur 10 ou sur 11. Windows est capable de travailler pendant qu'il fait sa mise à jour. Et toi, finalement, tu fais qu'un reboot un petit peu long pour passer ta grosse mise à jour. Moi, quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de mieux à ce niveau-là. Les grosses sont mieux. Même les grosses sont mieux. Bon, allez, on parle de mise à jour. Panos Panay a signalé que les mises à jour de Windows 10 vers Windows 11 ne seraient sûrement plus gratuites pour les utilisateurs, et ceci sous peu. Il laissait entendre parler de mi-2022, donc on se dit peut-être au 30 juin. Bon, après, on sait ce qu'il en était des mises à jour qui étaient censées être bloquées pour passer de Windows 8 à Windows 10, de Windows 7 à Windows 10. Je pense que les serveurs d'activation doivent encore marcher alors qu'ils étaient censés être morts il y a quoi, peut-être, Florian, 4-5 ans. Est-ce que ça va être la même chose avec une Windows 11, ou est-ce que, vu que Panos Panay est passé vraiment aux manettes, est-ce qu'il va y avoir un changement drastique? Je sais pas, je me pose la question, parce qu'on a quand même un nouveau bonhomme à la tête et peut-être qu'il a d'autres volontés. J'y crois pas personnellement, parce que pour moi c'est la même chose. Par exemple, la mise à jour gratuite fonctionne encore depuis licence Windows 7 jusqu'à Windows 11. Pour moi, ça veut dire qu'ils n'empêchent pas Monsieur Tout le Monde, le particulier, de le faire. Une entreprise, c'est plus gênant. L'entreprise, elle avait son année pour le faire. Maintenant, légalement, imagine, ils font la mise à jour gratuite en la forçant manuellement. Aujourd'hui, la mise à jour Windows 10, je parle. Oui, et qu'ensuite, ils ont un audit, on leur demande, vous avez vu où licence Windows 11? Et là, ils disent, on a forcé la mise à jour alors qu'on n'avait plus officiellement le droit. Là, ils sont dans la merde. Donc, en faisant ça, ils obligent les entreprises à racheter un parc de licences, à renouveler leur licence de temps en temps, ce qui leur fait de l'argent. Et je pense que c'est là où ils veulent, parce qu'en fait, ils s'en foutent là, pour toi, que toi, sur ton PC perso, tu installes ta mise à jour ou pas, ça leur change 50 € dans leur chiffre d'affaires. Je crois qu'ils s'en foutent un peu. Hein. Oui. Quand tu vois les milliards qui dégagent par trimestre. Et ils préfèrent encore que tu sois des versions, comme ça, tu as accès à tout. Je pense aussi, mais bon, je me dis peut-être que Panos Panay, tu vois, qui sort de la gamme Surface, où on est quand même peut-être un peu plus carré qu'ailleurs, peut-être qu'il aurait cette volonté-là, mais j'espère que tu as raison. Mais bon, on verra bien. Alors, il parlait quand même aussi d'une prochaine mise à jour, avec notamment, Florian, l'arrivée des applications Android pour Windows 11. Alors, uniquement pour l'instant en partenariat entre Amazon et Intel. On aura également l'amélioration de la barre des tâches, donc la météo, le mute-unmute qui sera facilité, une nouvelle version de Notepad. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a, cette nouvelle version. Et une nouvelle version du Windows Media Player. Mais ça, on va en parler un peu plus juste après. Sur cette mise à jour, vous voulez réagir un petit peu, Richard, Florian? Moi, je voulais juste te dire, là, que quand tu parles de mise à jour de la barre de tâches avec la météo et mute and mute. C'est ta partie? Oui, ça y est. D'accord, c'est celle-ci. C'est sorti. Oui, je viens de voir, j'ai effectivement je me demandais depuis hier, c'était quoi cette icône là, en bas à droite là, c'est le micro mute unmute. Ok. Ouais, mais là je suis sur Windows 10 aujourd'hui, donc je ne l'ai pas testé. Voilà. Une belle mise à jour que j'attends dans ce qui a été annoncé, c'est pas encore là, mais ils vont remettre le petit bouton ascenseur quand t'as trop d'applications ouvertes et que ça déborde ta barre des tâches. Oui. Pour te mettre une deuxième ligne d'icône. Énormément, parce que je ne vois pas parfois si ma application est encore ouverte ou pas, parce qu'elle est trop loin. Je suis obligé de faire le tap pour vérifier. Je connais ce problème également. Mais peut-être qu'on a trop de programmes ouverts aussi. Il faudra peut-être qu'on soit un peu plus modeste là-dessus. Allez, et donc je vous en ai parlé un petit peu. C'est le nouveau Media Player de Windows qui devrait sortir prochainement. Alors Florian, j'ai pensé à toi, mais je me suis dit, allez, est-ce qu'ils veulent l'utiliser ? Alors, il est commencé à sortir pour le grand public également aujourd'hui. Hein. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Ouais, ok. Tu vois, bon, moi j'ai préparé le document hier, donc j'étais un petit peu en avance. Alors, Microsoft propose aux insiders et à certains heureux élus ce nouveau lecteur multimédia, donc Windows Media Player, et celui-ci va remplacer notamment entre autres Groove. Il devrait être capable de lire bien sûr les musiques, les vidéos, il ferait de la lecture picture in picture, il afficherait la pochette des albums,
Mais je me suis posé la question, en fait, est-ce que vous avez encore l'utilité dans d'un lecteur multimédia? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher votre lecteur média actuel pour tester ce nouveau lecteur? Et si oui, pour l'accepter, pour le garder, il faudrait qu'il y ait quoi comme fonctionnalité? Eh bien, moi, pour te dire, j'utilisais encore Groove sur mon PC pour lire ma musique qui était synchronisée en local depuis mon OneDrive. Donc, logiquement, je suis passé au nouveau Media Player. Sauf qu'il ne marche pas. Il n'arrive plus à lire des musiques qui sont synchronisées dans le dossier musique Windows en local. Donc, si je les mets ailleurs que dans le dossier musique Windows, ça marche. Et si elles sont synchronisées dans le dossier musique Windows, il ne sait pas les lire. Et donc, je trouve ça très très con. Et ils l'ont sorti ça marche toujours pas. C'est quand même dommage. Ah, c'est clairement dommage. Donc pour toi, tu n'es pas prêt de l'utiliser tant que ça, c'est pas réparé. Ça fonctionne pas, c'est triste. Par contre, j'aime l'idée qu'ils ont un peu fusionné avec le lecteur vidéo de base, parce que finalement, avoir Movian TV et Groove, maintenant qu'il n'y a plus de store connecté à tout ça derrière, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Clairement. Et Richard, toi, alors, est-ce que ça te tente, ce nouveau lecteur, ou t'en as un et tu vas le garder? J'allais dire, j'utilise pas de lecteur vidéo. Quand je regarde des vidéos, c'est des vidéos sur MyCanal, Netflix, etc. Donc c'est le lecteur du navigateur, quoi, entre guillemets. Ouais. Après, pour tout ce qui est audio, etc. C'est Spotify ou ce genre de choses. Donc, je suis désolé, mais le lecteur en lui-même, je l'utilise pas, quoi. D'accord, ok, t'es pas client, ok, tu l'utilises pas. Ça marche, pas de problème. Bon, mais ça nous fait quand même une petite partie Windows avec quelques nouveautés qui arrivent. Et je vous propose de passer à la partie Microsoft avec des rumeurs fort intéressantes. Alors, on va commencer par parler hardware pour ce premier sujet. C'est une source non connue et non vérifiée, bien sûr, qui présente une fiche technique d'un outil qui semble fort plausible, et c'est la future itération du Surface Laptop, donc pour la version 5. Alors, d'après cette fiche hypothétique, c'est pas sûr, je le répète, cette fois-ci, il n'y aurait pas de processeur qui serait d'une génération en retard, notamment avec les Intel. Là, cette fois-ci, on aurait des Intel en génération 12, avec un i5 1240p ou un i7 1280p. Et chez Ryzen, on aurait des Ryzen 5 6680U ou des Ryzen 7 6980U. Et les Ryzen, ce seraient des versions adaptées spécialement pour ce type de matériel. Bon, on sait qu'il y a des partenariats Microsoft, AMD, notamment sur les consoles ou sur certains appareils particuliers. Voilà, donc c'est pas forcément étonnant. Côté RAM, les machines seraient fournies entre 8 et 64 Go de RAM et 256 à 1 Teraoctet de stockage sur le SSD. Avec ça, on vous mettrait une petite caméra Windows Hello avec reconnaissance faciale, du Bluetooth 5, du Wi-Fi 6, 2 ports USB 4, Thunderbolt 4, un port Surface Connect classique, un port jack et enfin un petit port USB-A. Moi, je trouve qu'au niveau connectique, c'est pas mal. On aurait aussi un écran qui serait amélioré. Alors, j'ai oublié de noter les références, mais un écran de meilleure qualité, un son amélioré. J'ai peur que le Surface Laptop monte fortement en prix, moi, avec tout ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu cette info et si c'est un appareil qui vous intéresse potentiellement. Personnellement, on en a un de laptop 4 qui est chez nous. C'est vrai que c'est un petit bijou comme machine. Nouvelle itération. Quoi te dire de plus, si ce n'est que s'ils sortent une nouvelle version, il faut vraiment qu'il soit au top des derniers processeurs, etc. Quoi. C'est surtout au niveau des cartes graphiques, quoi. Je me pose des questions, quoi. Ouais. Mais c'est pas forcément le but de ce type de machine, quoi. Le laptop, pas forcément. Mais c'est vrai que tu prenais les gros Surface Book qui avaient des cartes graphiques un peu dépassées. C'était dommage quand même de fournir ce genre de matériel comme ça. Et puis ne parlons pas du Surface Studio qui avait une carte graphique qui avait presque 2 ans d'ancienneté déjà. Voilà. Mais c'est une info qui est complètement non vérifiée, donc on verra bien si c'est ça. Mais je trouve que c'est un appareil qui a très très bien grandi, le Surface Laptop. Entre la première version qui faisait un petit peu cheap et celle-ci, même la 4, je trouve que ça fait quand même très très envie comme matériel. Ah oui, c'est vraiment... La version c'était construit avec les restes.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait dit, que c'était une machine qui a été fabriquée avec les restes de Surface Pro, quoi. Tout ce qui n'a pas encore été utilisé. Ça m'intéresse toujours pas, mais c'est parce que j'adhère pas du tout au form factor. En fait, je vois pas l'intérêt de payer le prix Surface si l'écran est pas détachable. Bah, t'en as plus beaucoup maintenant d'écrans Surface non détachables, à part les Surface Pro, hein, qui sont qu'un écran. Enfin, oui, mais je veux dire, détachable ou pas détachable, je veux dire, même l'autre, comment il s'appelle le Surface, le nouveau Surface Laptop Studio. Laptop Studio, ouais. Oui, il est pas détachable, mais tu peux retourner l'écran de telle façon à ce que tu peux utiliser l'écran avec un stylet. Oui. Ce que tu peux pas faire avec le laptop. C'est ça que je veux dire, qui fait que pour moi, le laptop, je n'arrive pas à adhérer au concept. Le laptop, c'est vraiment un ordinateur portable qui a des fonctionnalités tactiles. C'est vraiment ça le truc. Tu mets pas un digitaliseur avec un stylet qui rend le... Parce qu'ils ont mis le même truc pour pouvoir utiliser le stylet dessus qui rend le prix encore plus fort, alors que ça sert quasiment à rien. Tu peux même pas... Enfin, à moins que tu tiens le PC complètement à l'envers, tu peux pas... Pour moi, c'est une aberration technique. Alors, je suis pas d'accord avec toi, parce que comme dirait Colombo, ma femme l'utilise tout le temps. Donc elle est tout le temps avec, elle utilise pas de souris, elle utilise uniquement elle a son laptop et elle utilise uniquement son doigt son doigt carrément. Son doigt, d'accord. Ouais, pour faire défiler, pour ouvrir les applications, etc. quoi. Je suis d'accord. Le doigt, pas de problème, mais je parle vraiment qu'ils ont mis un digitaliseur, je sais plus quelle marque ça Intrigue. Ouais, c'est ça, pour le stylet, et pour moi celui-là c'est vraiment, ça monte le prix, je sais pas combien de centaines d'euros, alors que comment tu vas écrire là-dessus? Ouais. C'est bizarre. Tu veux faire du dessin par exemple, c'est impossible quoi. Ben, c'est dommage que l'écran se retourne pas complètement pour être effectivement comme une surface. Si, il se retourne complètement mais il marche plus après. Oui, non. Voilà, on est d'accord. Il reste un peu entre deux optiques. Il laisse ça parce que c'est une surface, mais au final, ça sert plus à grand chose, tu peux pas t'en servir. Oui, ben, tu peux annoter. Si, je pense que si c'est pour annoter sur une feuille, tu peux le faire. Mais tu peux pas, oui, faire de la conception graphique ou équivalent dessus. Clairement. Bon, donc je te vendrai pas mon Surface Laptop 5, Florian, je suis déçu. Tant pis. Je crois que peut-être avec le 6. N'importe quelle surface, on me l'offre, je le donne. Je crois que sauf le laptop, je le revends direct. C'est le seul que je ne garderai pas. D'accord. Ok. Allez, on va, vu que tu le gardes pas, on va changer de sujet. Cette fois-ci, on va parler de la fin de la réalité augmentée chez HoloLens. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, HoloLens avait fait grand bruit avec sa première version. La deuxième version, quelques années après, 2 ou 3 ans après, avait également bien fait parler d'elle. Et puis depuis, c'était le calme plat. On entendait peu parler de réalité augmentée, de réalité mixte. La réalité virtuelle restait encore un petit peu. Bon, mais cette fois-ci, on apprend que les HoloLens ne connaîtraient pas de troisième version. Il semblerait que l'équipe soit fermée. Donc la V2 des HoloLens serait la dernière version proposée par Microsoft. Voilà, bon, je sais pas si vous êtes peinés par ce genre d'informations, tous les deux, ou finalement, c'était pas votre tasse de thé non plus. Non. Moi j'étais super hypé par le truc à l'époque quand Microsoft nous avait invité à la conférence là, à Paris. Oui, l'expérience, ouais. Vous avez fait tester les casques. J'avais acheté le Venom Explorer. Moi j'aimais bien, je trouvais ça super fun. Oui, mais ça c'était le casque de réalité mixte, c'était pas le casque de réalité augmentée. Ouais, mais attends, ça s'arrête pas ça? C'est un peu mort aussi, non? Il n'y a plus de news. Ah oui, non, mais ça c'était mort 6 mois après, c'était mort. Oui, d'accord, mais HoloLens s'est connecté un peu à tout ça, ça allait avec quand même. Non, ça allait pas avec, c'était plus à destination des professionnels et c'était quand même un autre usage, totalement pour moi. Mais dans tous les cas, tout ce qui est sorti tout ce qu'ils nous ont présenté à cette super meeting d'il y a 3 ans est mort maintenant. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a Alex Kipman, qui est donc à la tête de la division HoloLens, qui a réagi quand même à cette rumeur en disant non, c'est pas vrai. On continue toujours à travailler dessus. Alors, d'après ce qu'on croit lire entre les lignes, le seul problème, c'est je sais pas si vous étiez au courant, ils ont gagné un contrat avec l'armée américaine. Oui. De plusieurs milliards de dollars, quoi. Je sais plus à combien ça faisait le HoloLens, mais ça faisait le HoloLens à quelques millions. Et donc il y a
des grosses tensions en interne pour savoir justement quel va être le futur véritable de HoloLens. Est-ce que c'est plus vers le grand public ou plus vers les entreprises ou carrément uniquement vers des marchés militaires? Donc je pense que Alex Kipman fait un petit peu du rentre-dedans pour dire qu'il existe toujours, mais effectivement, HoloLens c'est un petit peu chaud aux fesses, quoi. Mais tu vois, tu parlais de se tourner vers le grand public. On a appris aussi qu'il y avait un partenariat Microsoft-Samsung qui laisse entendre que ces deux entreprises projettent de sortir un casque grand public qui serait de type HoloLens, donc réalité augmentée. Donc, est-ce que Microsoft a pas choisi de partir avec un partenaire pour arriver à faire ce produit à destination du grand public et peut-être laisser de côté les HoloLens pour les militaires ou pour des trucs très très particuliers? Oui, puis en ce moment, et en plus, il y a la hype avec le fameux métaverse là, et donc il faut pas, ils sont obligés de toute façon d'être présents sur ce marché d'une façon ou d'une autre, hein, même s'ils y croient pas forcément énormément. Donc, pourquoi pas justement prendre un partenariat avec Samsung pour tenter d'exister sur cette partie de marché, quoi. C'est clair. Florian, tu veux réagir ou pas? Je déjà réagi avant, hein. C'est un peu dommage, mais bon, après, ça n'a pas changé ma vie, hein. Je suis passé à autre chose depuis, hein. Je pense que je sais même pas où il est, le nouveau Explorer, donc Mixed Reality HoloLens, ça avait l'air, ça m'avait super hypé à l'époque, j'ai l'impression que c'était l'avenir. Microsoft avait fait une super vidéo avec Stéphanie Tarling, je sais pas si vous vous souvenez, le truc là, oui. Et c'était magnifique, et puis derrière, ça ne doit rien donner du tout, hein. C'est du grand Microsoft, j'ai envie de dire. Et par contre, les propos de Kipman, ça me fait penser à la team Windows Phone là, qui en 2015, en 2016, je ne sais plus quelle année c'était, quand tu viens de nous dire mais non, on fait plus de mise à jour, mais on va pas arrêter Windows Phone, voyons. Ils ont dû dire ça pendant 1 an ou 2, je sais pas si tu te souviens. Alors que oui, je me souviens bien, oui. Donc j'ai pas particulièrement confiance quand Microsoft me dit non, tu vas bien. Mais non, c'est pas Satya qui dit tout va bien, c'est Kipman qui a dit non, on continue. Donc tant que Satya a pas dit oui, ça continue, je pense que tu peux te dire c'est risqué. Ouais. C'est pas Satya non plus qui disait à l'époque, c'était Terry Myerson et des gens d'Insider. Oui. Bon, allez, continuons. Et cette fois-ci, on va parler d'Outlook avec des services qui sont un petit peu à la peine, parfois pour certains utilisateurs, et notamment notre Florian. Donc Florian, on te la parole et parle-nous un petit peu d'Outlook. Outlook. C'est un petit mini coup de gueule contre Microsoft. Vu que je suis plus MVP, j'ai le droit de râler maintenant à nouveau. Donc, voilà. En fait, c'est juste que il y a une nouvelle fonctionnalité depuis toujours dans l'application Outlook pour Android. On peut synchroniser ses contacts sur l'appareil depuis Outlook. Donc c'est ce que j'utilise, parce que moi j'ai toujours eu mes contacts sur mon compte Microsoft, je n'avais jamais eu de compte Google avant d'avoir un Android. Donc pour moi, mes contacts sont depuis Windows Live Messenger et Hotmail sur Microsoft, donc depuis 25-30 ans, je ne sais plus combien de temps ça fait maintenant, très longtemps, quoi. Et donc ils ont toujours été là. Et Teams a récemment acheté une fonction pour synchroniser les contacts du téléphone vers Outlook.com. Et pour moi, vu que j'ai installé Teams sur tous mes appareils, ça m'a fait une copie de chacun de ma liste de contacts qui venait elle-même de Outlook.com, réuploadée vers Outlook.com via Teams. Et je me suis rendu compte en allant dessus que j'avais certains contacts 7 ou 8 fois maintenant sur Outlook.com. Et le bouton pour fusionner les contacts ne fonctionne plus. Alors, je ne sais pas depuis quand, mais quand je clique dessus, ça ne fait rien. Il n'y a même pas de fenêtre qui s'ouvre derrière, ça fait rien. Désolé, ça marche plus. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais supprimer les contacts en doublon à la main, sauf que j'ai voulu d'abord, j'ai fait un export de tous mes contacts, puis je vais tout supprimer et je vais enlever les doublons et les réimporter. Donc j'ai exporté, j'ai voulu supprimer, sauf que je me suis rendu compte que quand tu sélectionnes plus de 5 ou 6 contacts, le bouton supprimer est grisé, il marche plus. Donc tu peux pas tout supprimer d'un coup. Alors, je me suis dit, les contacts Outlook, c'est synchronisé avec le vieux Outlook de bureau également, donc je vais utiliser ça. Donc je suis allé sur le vieux Outlook de bureau. Là, je pouvais supprimer mes contacts en double. D'ailleurs, sur Outlook de bureau, je voyais bien qu'il y avait contacts en double qui venaient de chaque appareil, donc je voyais l'origine de chaque Teams qui avait synchronisé. C'était sympa. Et j'ai pu supprimer
les contacts en double partout, mais je pouvais pas supprimer les dossiers vides subsistants. Quand j'essayais de les supprimer, ça ne fonctionnait pas. Donc je suis retourné sur Outlook.com. Cette fois, j'avais plus les contacts. J'ai voulu supprimer les dossiers qui restaient. Là, j'avais erreur, permission. J'avais pas la permission pour supprimer mes dossiers de contact. Bon, je suis retourné sur Outlook du bureau. J'ai vu qu'on peut faire propriété sur le dossier et changer les permissions. Là, je l'ai fait. Je me suis donné les permissions. Ça m'a fait attention, c'est dangereux. J'ai essayé de supprimer le dossier après. Ça me refaisait une erreur. Je suis retourné sur Outlook.com. J'ai essayé de supprimer le dossier. Et là, je pouvais cette fois. Donc, mais vous imaginez le merdier que c'est devenu tout ce truc avec les différentes Outlook qui fonctionnent plus ou moins. Enfin bref, je continue. Ensuite, j'ai essayé de... En fait, quand on exporte les contacts sur Microsoft, ça exporte un gros fichier Excel. Donc j'ai voulu supprimer les lignes identiques sur un fichier Excel, ça n'a jamais voulu fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé mes contacts sur Gmail. J'ai utilisé la fonction de Gmail, fusionner les doublons. Ce qui m'a fait, j'ai réexporté depuis Gmail mes contacts de Outlook. Et j'ai voulu les réimporter sur Outlook. Sauf que là, ça me faisait une erreur. Ça me faisait le format du fichier est incorrect. Bon, je ne comprenais pas pourquoi. Et en réessayant plusieurs fois, je me suis rendu compte que si je divisais mes 250 contacts en contacts de 51 maximum, et ben cette fois ça marchait en uploadant en apportant les contacts sur Outlook par groupe de 50, il n'y avait pas d'erreur. Dès que je dépasse 50, ça fait une erreur que le fichier est de format incompatible. Je dis mais quand même, je veux dire, est-ce qu'il y a encore quelqu'un pilote dans l'avion, j'ai envie de dire. Je sais bien qu'il n'y a plus Windows Phone, les contacts c'est plus si important que ça côté Windows, mais waouh, quand même. Mais si, c'est quand même super important les contacts, même dans Windows. Si tu es un fabricant de services et que on ne peut pas utiliser tes services, c'est quand même un peu mal fichu. Ils ont enlevé l'application contact au Windows depuis 1 an ou 2 déjà. Donc, c'est plus particulièrement la priorité. Hein. Oui, mais que tu puisses le gérer en ligne, moi je trouve pas. Enfin, que tu ne puisses le gérer qu'en ligne, c'est pas grave, parce que tu peux t'y accéder facilement, que ce soit à partir de ton téléphone ou de ton ordinateur. Mais là, ce qui t'est arrivé, c'est quand même le summum de la bêtise. Il y a la moitié des fonctions qui marchent sur l'application bureau, la moitié qui marche en ligne. C'est vraiment le. Mais et j'ai l'impression que ça revient un peu à ce que Richard disait tout à l'heure par rapport au fait que l'histoire de. On a juste parlé du côté positif, le fait que vous pouvez mettre à jour les widgets via le store. Mais le négatif à cette histoire, c'est que ce soit arrivé en prod. Et c'est arrivé en prod, pourquoi ? C'est arrivé en prod parce qu'ils ne testent plus les versions non anglaises. Sur la version anglaise, la dernière mise à jour qu'ils avaient fait des widgets fonctionnait parfaitement en anglais. Sur toutes les autres versions du monde, ça a planté. Et personne n'a détecté avant l'envoi en prod. C'est-à-dire qu'ils testent leur version locale, version US, puis personne ne teste rien. Ils lancent dans le monde entier. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que je vois sur Outlook.com. Chez Microsoft, question de testing, ils sont plus très... depuis quelques années, c'est minimal. Hein. Mais ils comptent sur les insiders. Ouais, enfin bon, c'est des testeurs professionnels. Hein. C'est pas des... Oui, mais je suis d'accord. Hein. Et en plus, même moi, des fois, je remonte des problèmes. Tout le monde, t'as l'impression que tu envoies dans le feedback up, tout le monde s'en fout. C'est un peu... Ouais. Mon pauvre monsieur. Et puis, tu ne racontes pas ces histoires de corruption d'OS aussi, mais bon, ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Bon, mais ok. J'ai quelques petits problèmes. J'ai toujours des problèmes, moi. À croire que tu les cherches. On pourrait se demander. Bon, allez, on va clôturer cette partie Microsoft et on va terminer avec la partie jeux vidéo et Xbox. Alors, pour cette première news, bon, c'était juste vous annoncer que les arrivées de jeux dans le Game Pass de février étaient quand même légion et qu'il allait y avoir pas mal de choses à se mettre sous la dent. Alors, j'ai fait la liste là en préparant l'épisode de ce soir de tous les jeux. Il y en a quand même beaucoup. Je vais vous les dire un petit peu vite et puis vous dites stop s'il y en a un qui vous intéresse. Contrast sur Xbox et Cloud, Dreamscaper sur Xbox PC et Cloud, Telling Lies sur tous les appareils, Besiege pareil sur tous les appareils, Crossfire X sur console, Edge of Eternity sur toutes les machines, Skull the Pharaoh Slayer sur toutes les machines, The Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit sur toutes les machines, Ark Ultimate Survivor Edition sur toutes les machines, Infernax, Xbox PC et Xcloud, Mass Effect Legendary Edition, je suis sûr que vous l'avez déjà. Sur le cloud et aussi sur PC et Xbox. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est celui-là, ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir le tester sur le cloud sans avoir à l'installer.
C'est ça. Ensuite, un autre gros jeu, Battlefield Bad Company 2, sur PC uniquement. Beagle Knight sur PC, Total Warhammer 3 sur PC, Madden NFL 2022 sur Xbox et PC. Alors ça, c'est les jeux qui arrivent le 17 février, donc demain. Ensuite, on a Low Morning Simulator sur Xbox et c'est déjà sur PC et Xbox Series. RoboQuest, une preview qui arrivera sur PC la semaine prochaine. Super Mega Baseball 3 sur Xbox. Galactic Civilization 3 sur PC. Et Alice Retour au Pays de la Folie sur PC. Alors moi, c'est le dernier jeu qui m'a... Le nom m'intéresse bien et je me dis que je vais me le tenter s'il me reste de la place sur mes disques durs. Voilà. Oui, vous avez quelque chose? Oui, moi je vais noter à ma fille qui s'appelle Alice et c'était son anniversaire hier. Donc Retour au Pays de la Folie, ça lui va bien. D'accord, super pour ta fille. Si elle t'écoute, je crois qu'elle va vachement apprécier. Florian, toi, est-ce qu'il y a un jeu qui te tente? La plupart, je les connais pas du tout. Le seul que je connais, c'est Mass Effect. C'est vrai que je l'ai jamais fait, donc peut-être qu'un jour, ça sera peut-être l'occasion de le faire. Ah oui, là, tu pourras y jouer sur ton Pixel, tu pourras y jouer sur ta Xbox ou sur ton PC. T'as le choix. Moi, j'y jouerai sur mon PC. Hein. Classique. Je suis pas un hérétique. Ouais. Et puis il y a une autre news que j'avais pas mise, mais peut-être on pourra en parler rapidement. Vous savez que la nouvelle manette de la Xbox, de la Xbox Series, a le bouton partage qui est arrivé dessus. Personne n'a une Xbox Series chez nous trois. Hein. Pas du tout. Non, ok. Donc ce bouton partage, en fait, a des fonctions de partage qui sont encore assez limitées. Et Microsoft a fait un truc sympa, c'est que ils ont proposé à partir de l'application accessoire Xbox de changer, de reconfigurer en fait ce bouton, et Microsoft propose une multitude de fonctionnalités que l'on peut appliquer là-dessus. Et c'est plutôt pas mal de pouvoir ensuite adapter l'utilité de ce bouton en fonction de vos usages, de nos usages. Et il y a même la manette Xbox Elite 2 qui a ces palettes qui sont également configurables de la même façon, avec des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau ergonomie matérielle que Microsoft propose, tout ça, en tout cas sur ses consoles. Voilà. Bon, ça vous motive pas pour acheter une petite Xbox Series, non? Bah, si elle est disponible. Oui, mais toi, tu fais la grosse. Bah oui. Ah, elle devrait commencer à être disponible bientôt, je pense. Ça va commencer à aller un petit peu mieux. Tu me diras. Ouais, je te dirai ça. Et puis, dernière info, c'est Minecraft Internet Security Edition. Alors non, un jeu, une petite boutade quant à ce nom. Minecraft en version éducation voit arriver un nouveau mode. C'est le mode Home Sweet Home. C'est le mode Cybersafe Home Sweet Home, avec le des monstres que vous avez sur Minecraft. Et ce mode, donc, c'est un mode qui est destiné à sensibiliser les enfants face aux dangers qu'ils peuvent rencontrer sur Internet. Alors, c'est un mode de jeu qui présente 4 défis: vérification de l'identité des contacts, protection de ses mots de passe, prévention contre le phishing, le hameçonnage, et identification des arnaques. Bon, je trouve que l'intention est louable, mais je sais pas, moi, si nos enfants vont avoir envie de jouer à ça. Alors, c'est bien d'en parler. Je sais pas comment c'est fait, parce qu'il faut quand même avoir la version éducation, qui est quand même plus onéreuse. Mais voilà, bon. Je sais pas ce que vous en dites, vous, de cette info. Personnellement, rien du tout. Puisque rien du Minecraft, j'y ai jamais joué. Donc, T'as jamais joué? Eh non, je suis déçu. Je suis désolé. Oh là là. Tu demanderas à Christophe qui te montre tout ce qu'on peut faire avec. Je sais bien, mais t'as vu dans quel état il est, le pauvre Christophe. Oui, je sais dans quel état il est. Après, il se met à fabriquer des maisons lui-même à cause de ça. Ouais, voilà. Bon. Florian, toi, l'éducation des enfants grâce à Minecraft? Écoute, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être. Moi, j'ai toujours aimé les trucs éducatifs. Hein. Il y avait des jeux Mario dans Super Nintendo à l'époque, c'était sympa. Quand j'étais enfant, je savais. D'accord, mais j'ai pas connu ça. J'ai un peu de mal à imaginer comment ça va fonctionner en fait, genre, parce que Minecraft construit des choses. J'arrive pas à comprendre comment ils vont faire pour apprendre. J'arrive pas à faire le lien du tout entre le but et le concept du jeu. Mais moi aussi, j'ai du mal à me le représenter. Et j'espère que ça va pas être un truc qui va être trop transmissif, faut faire ci, faut faire ça. Alors voilà, j'aimerais bien pouvoir le tester pour m'en faire une idée précise. Alors le jeu ce mode sort le 7 mars normalement.
Voilà, bon, mais ceux qui pourront le tester, n'hésitez pas à nous faire des retours pour savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous trouvez bien dedans, ce que vous pouvez reprocher, s'il y a des choses à reprocher. Voilà, on est preneur de ces retours pour les partager. Florian, Richard, est-ce que vous avez une dernière news à partager ? Non, rien de spécial. Si, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec Microsoft. C'est juste, je ne sais pas si vous avez vu la CNIL qui, la semaine dernière, a juste dit que Google Analytics n'était pas compatible avec l'URGPD. Et donc, si ça se concrétise, il va y avoir pas mal de remue-ménage sur beaucoup de sites. Et oui, avec toutes les régies publicitaires les affichages publicitaires qui vont dégager. Non, pas forcément. Non, tu parles des stats de visite de site alors ? Oui, il n'y a pas un seul site. Je crois que, je sais plus, j'ai vu qu'il y a 75% des sites Internet actuellement en France qui utilisent Google Analytics pour savoir quel est leur trafic, quoi. Dès que tu veux savoir si tu as du monde sur ton site, quelles sont les pages qui visitent, etc., tu utilises Google Analytics parce que c'est vrai que c'est super bien foutu et que c'est gratuit surtout. Et donc, tout ça va être a priori, il va y avoir des problèmes là-dessus. D'accord. Je sens pas du tout ces histoires. La dernière fois qu'on a eu ce genre de problème, on s'est retrouvé avec maintenant le bouton où on doit accepter 40 milliards de trucs qu'on pas à chaque fois qu'on va sur un site. Je sens qu'on en a encore plus là. Tu vois, la page entière de j'accepte ceci, cela, ceci, ça, machin truc pour ça va arriver. Alors amusez-vous justement. Moi, c'est ce que je fais maintenant systématiquement, c'est que je refuse et ça ne change strictement rien au site. Alors. Sauf les sites de je ne sais plus quel groupe, style Marmiton et tout ça, si tu refuses les cookies, on te dit alors tu t'abonnes. Donc moi je ferme la page et je vais voir ailleurs. Oui, mais sinon sur tous les autres sites, ça ne change strictement rien. Ah tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, mais merci Richard pour ce petit ajout. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez laisser un commentaire sur la page de l'épisode, donc épisode 219, ou sur la page YouTube de l'épisode, toujours le numéro 219. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Portez-vous bien, et on se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours. Salut tout le monde !